Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre atelier de travail, mais cette fois-ci basé sur la correction de la prononciation, quelle modalité. En fait, avant de commencer, permettez-moi de rendre hommage à quelques personnes qui ont contribué à faire ce travail en Égypte, dont à la tête, grand remerciement, Madame Fatma Zahra, c'est conseillère de français, langue étrangère, auprès du ministère de l'enseignement. Parce qu'elle a déjà lancé en Égypte maintenant, dans 6 jours, plusieurs formations dont la finalité d'améliorer le niveau pédagogique, didactique chez l'enseignant. Deuxièmement, un grand merci, Dr Birhan Adel, maître des conférences à l'Université Helwan, parce qu'elle nous a fourni des extraits phonétiques d'après son livre. Puis, M. Mahmoud Abdelrazek, inspecteur général du français langue étrangère, et en même temps, c'est un formateur agrégé à l'Académie des enseignants. Puis, un grand merci à M. Samir Abed, premier inspecteur de français langue étrangère, et aussi M. Khalil Zaki, c'est notre frère qui a bien élaboré ce travail puisqu'il est formateur d'enseignants de français. C'est un hommage exigé à ces personnes. Donc aujourd'hui, les objectifs de notre atelier, c'est tout d'abord dépister quelques lacunes de notre prononciation en tant qu'enseignant de français. Deuxièmement, cerner les dimensions de la phonétique corrective, c'est quoi? Et puis interpréter l'impact de la prononciation correcte sur notre processus d'apprentissage et enseignement de français. Et puis mettre en exergue les branches de la phonétique et aussi en parallèle phonologie. Quelle différence on va distinguer entre ces deux branches tirées de la linguistique. Et puis analyser le processus de la communication, les étapes lors d'une communication entre les deux en français, et puis à la fin, comment remédier aux fautes commises lors de la prononciation. On commence par notre ordre du jour, commence par la définition de la prononciation, processus de la communication, c'est quoi? Et puis la phonétique et la phonologie, quelle différence vous allez distinguer? La phonétique corrective, c'est quoi? Avec l'intonation et le système phonique en français. Et puis l'alphabet phonétique pour la mise à jour de votre connaissance dans ce domaine. Et puis la liaison et l'enchaînement. Et est-ce qu'il s'agit de liaison toujours obligatoire ou bien interdite au troisième facultatif? C'est notre contrat d'apprentissage comme une charte entre nous. Éteindre les portables, c'est déjà fait. Participer activement, c'est que je prévois. Respecter l'opinion de l'autre et évidemment altérité. S'enrichir ensemble, s'échanger, prendre le das de parler et puis suivre les conseils et modalités de travail lors d'une activité d'après une partie théorique. Premièrement, la remue-ménage. D'après cette image, que vous évoque cette image, premièrement, donnez-moi vos réflexions et vos réflexes. Et puis, quelques instants, en retirez-vous pour l'apprentissage. Vous avez 2 minutes pour me dire qu'évoque cette image pour vous. Et puis, quelques instants, quel résultat vous allez retirer sur notre processus d'apprentissage, sur notre modification, changement pour optimiser l'enseignement de FLE. Si vous êtes prêts, allez-y. Qu'est-ce que c'est pour vous? D'ailleurs, je pense aussi. À votre voix, s'il vous plaît. Je pense que c'est l'étape pour un élève. Il y a, je pense, un
Ancien, oui, c'est ancien, évidemment. Ouais. Donc c'est symbole de quelque chose. Hein. Symbole de quoi? Parce que c'est très primordial. Symbole de quoi? Oui. Je pense que le symbole de quelque chose, les moyens avec lesquels on traite avec les enfants. Quels moyens? On essaie de faire quelque chose de nouvel ou bien c'est toujours la même rythme comme l'arrière. Traditionnel peut-être? Oui, merci. Monsieur Khatib. C'est une méthode classique. Classique, bravo. Monsieur Anoun. Que vous évoque cette image? Je crois que cette image évoque de chercher, de trouver l'information dans des choses anciennes, par exemple. Oui, oui. Donc, d'après vous, ce sont des choses anciennes. Oui. Donc, est-ce qu'on peut intégrer cette forme de pupitre, de bureau, maintenant dans notre classe? Pourquoi non? C'est très ancien. C'est très ancien. Oui. Merci. Monsieur Saïd, pour vous? Méthode classique, comme ce pratique l'a dit. Oui, donc c'est... Oui. Et maintenant, il y a beaucoup de choses pour la faire dans la classe. Ça ne marche pas avec nos élèves, je pense. Oui. Voilà, il y a chez nous les ordinateurs, etc. Donc, je veux dire qu'il y a des hôtels très nouveaux, très nouvelles. Oui. Donc, maintenant, ça va. Merci. Monsieur Ragab, pour vous? Pour moi, j'imagine que c'est la vie scolaire. Oui, la vie scolaire, oui. Mais un peu ancienne, oui. Oui. C'est l'élève qui étudie, apprend, et peut-être il peut dormir. Oui, bravo, oui, c'est ça. Parce que le rythme, c'est un peu monotone. Oui. Oui. Monsieur Ba, pour vous? Cette image me choque car le pupitre et la chaise sont attachés les deux à la fois. Oui. L'enfant est paralysé, handicapé, il ne peut pas. Enchaîné, oui. Accablé, oui, bravo. Enchaîné. Et donc, Chaise avec bureau. on mise l'apprentissage individuel et il n'y a pas de table ronde Oui. à laquelle Bravo. les élèves peuvent s'échanger les idées. C'est comme ça. Oui. Donc, il ne s'agit pas de l'apprentissage que M. Anwar nous a donné en concours. C'est quoi? C'est apprentissage coopératif. Oui. Toujours des concours de processus d'apprentissage, stratégie qui est en ligne avec votre concept d'apprentissage coopératif. Mais avec ce modèle-là, ça ne va pas. Donc, d'après ce que vous avez versé d'opinion, c'est design, éducation, du manuel, des écoles, pédagogie change toujours, évidemment. En réponse à nos attentes, besoins, habitudes et moyens, les contraintes sont un élément clé du design créatif. Mais avec ce modèle-là, c'est obsolète. Le design approche simplement l'intention des résultats et tente d'éliminer le plus possible des éléments étrangers et obsolètes et à l'interaction et comme résultat souhaité. Nous n'avons aucune raison de nous contenter d'un design dit suranné, c'est-à-dire démodé, ancien, traditionnel, obsolète. Merci. C'était donc notre point d'atteinte parce qu'il faut changer de temps en temps avec le changement habituel de notre vie pour accompagner les élèves, c'est penser si leur vie privée. Prononciation, c'est quoi? Selon Petit Robert, c'est quoi la prononciation? C'est la manière dont les sons, les langues sont articulées. Articulées, c'est-à-dire prononcées. Notamment prononcées. La manière de réaliser un signe écrit. C'est écrit, c'est un mot écrit. Une lettre, ou bien un groupe de lettres. C'est évidemment la prononciation. Donc, il y a des défauts, peut-être génétiques, de la prononciation. On l'appelle autrement trouble de l'élocution. Trouble de l'élocution, c'est-à-dire quelques défauts, peut-être génétiques, de la prononciation. Par exemple, bégaiement. Bégaiement, c'est un défaut. C'est quoi bégaiement? C'est le fait de répétition, saccadé,
d'une syllabe, d'un mot clonique, c'est-à-dire d'une manière répétitive, ou un blocage qui empêche l'émission d'un mot. Exemple, chez quelques élèves, par exemple, si vous avez déjà regardé un élève de ce cas spécial, quand il prononce un mot, il commence par c'est comme ça, c'est bien. L'aisement, c'est parler avec un défaut de prononciation, c'est-à-dire remplacer, par exemple, ch commençant par c au g, ou bien le son j par z. Chantement, c'est quoi? C'est un défaut de prononciation consistant à quoi? Remplacer un son comme ch, ba, s. Et puis, eutacisme. Eutacisme. C'est quoi eutacisme? C'est prononciation défectueuse. Pour quel son? J, ba, yé. J, ba, yé. Comme par exemple, jambon au lieu de jambon. Et la nation, c'est pour les enfants de bas âge, parce que ce langage un peu, on doit être acquis selon la mentalité. Donc, pourquoi on a parlé de quelques fautes de prononciation en tant qu'enseignant? Parce que parfois, vous rencontrez en classe quelques cas comme ça. Donc, quelle est votre posture vis-à-vis à ce cas spécial? Votre attitude avec les élèves qui ont des difficultés de prononciation. Est-ce que vous allez insister, voire coincer les élèves pour bien prononcer, ou bien vous avez autre solution pour traiter avec ces élèves-là? Qu'en pensez-vous? Si vous allez rencontrer un cas spécial de défaut de prononciation, qu'est-ce que vous allez faire avec ces élèves-là? Monsieur Hanou. Je vais les aider, chercher des mots faciles pour prononcer, montrer aux élèves les règles de phonétique, comment prononcer ces lettres, et choisir des mots qu'ils ont étudiés parfois, et demander aux élèves de chercher des mots qui égalent ces vocales, par exemple le même phonème, pour habituer avec ces phonèmes. Et pour vous, monsieur Yahya, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre posture? Moi, je sais franchement de diviser toujours les mots. Oui. En syllabes, par exemple. En syllabes, toujours, même si pour les grands, mais pour les petits, c'est très important de montrer les lettres, les groupes de mots, les groupes des lettres. Les lettres. Juste pour bien comprendre, essayer de suivre groupe par groupe, à poursuivre, on fait ensemble, comme ça il veut s'habituer et bien prononcer. Donc c'est aider les élèves, au lieu de stigmatiser, penser, déchaîner les élèves et puis mettre en situation un peu délicate devant tout le monde. On peut aussi consulter qui? Consulter qui pour nous aider dans ce domaine? Quelqu'un de spécialiste. Oui, quelqu'un spécialiste. Pas mal de fois, tout le problème, c'est que les enfants ne savent pas où ils doivent mettre la langue, par exemple, pour non prononcer une certaine lettre. Par exemple, beaucoup des élèves qui n'arrivent pas à prononcer le C comme il faut, ils prononcent par exemple fait. Tout le problème, c'est qu'ils doivent fermer les dents exactes comme il faut et ne pas laisser la langue sortir de la bouche. C'est tout simplement fait, mais s'il met la langue, s'il garde la langue derrière les dents, c'est fini. Parce que vous avez déjà des connaissances pertinentes dans ce domaine. Mais une fois, un enseignant un peu ignorant, oui, peut-être pas beaucoup. Oui. Donc, il faut consulter qui c'est spécialiste, comme a dit M. Khatib, comme orthophoniste, ou bien logopède. Logopède, c'est qui logopède? C'est un médecin spécialiste en quoi? Défaut de prononciation et surtout orthophonie. Orthophonie, c'est-à-dire défaut de prononciation. Puis, prononciation correcte. C'est quoi? Et quel impact?
c'est bonne prononciation correcte, c'est-à-dire c'est bonne prononciation. Et compétence qui s'acquiert grâce à quoi? Une application régulière. Le linguiste et phonéticien français Théodore Rosset disait que c'est l'élève qui doit s'améliorer par la pratique et par la répétition, comme a dit M. Anouar et M. Yahya, suivant les consignes orientation de qui? En rouge, parce que les pivots de notre processus d'apprentissage, l'enseignement, pour donner aux élèves la prononciation correcte. Ici, dans ce domaine, c'est qui? Enseignement. Pourquoi l'enseignement? Parce qu'il y a toujours un impact sur notre processus d'enseignement-apprentissage. Peut-être avec surtout le bas âge, l'enseignant, prononciation correcte et prononciation incorrecte. Quel impact? Pour les deux, en parallèle. Prononciation correcte, donc évidemment, et du coup, l'élève aura prononciation bien correcte, améliorée, surtout avec les bas âges. Mais prononciation incorrecte de la part de l'enseignant, donc quel impact? C'est un méfait, c'est-à-dire conséquence un peu malheureuse. L'élève aura prononciation incorrecte, évidemment, parce qu'on passe toujours par imitation, et puis gravé ici. L'enseignant, de sa part, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre mécanisme de communication, comment effectuer le processus de communication entre les deux, les étapes, et puis il faut maîtriser caractéristiques des sons de langue française, disposer aussi, c'est-à-dire posséder des outils utiles et efficaces d'apprentissage et nécessaires. Pour le processus de la communication, il y a deux parties, essentiellement, c'est la partie émission et réception, récepteur et émetteur. Évidemment, dans un dialogue, conversation, deux parties. Pour l'émission, c'est l'émetteur qui parle, le locuteur. Il va émettre des sons. Selon quoi? Processus d'encodage dans le cerveau. Vous allez formuler votre son dans le cerveau et puis vous allez faire formuler vos phrases, ou bien propositions, ou bien mots, lettres, selon appareil phonatoire. Et pour la réception, c'est-à-dire de la part de qui? Récepteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, réception par l'écoute. Donc on parle de appareil auditif. Et puis, appareil auditif, c'est principalement par l'oreille. Et puis, décodage, c'est la possession de encoder, décoder, chiffrer, déchiffrer. C'est long. Et puis à la fin, peut-être pour vous indiquer que j'ai bien compris ce que vous venez de dire, peut-être je vais faire reformuler par qui, par quoi, appareil phonatoire, c'est-à-dire évidence de la compréhension de l'oral. Comme par exemple l'examen d'ELF, par exemple, production orale. Il y a une partie pour l'interaction. C'est quoi l'interaction? Tu as déjà passé cet examen, M. Hamon? Oui. Raconte-nous. L'expression orale. Oui. Il peut-être 20 papiers. Il vous demande de choisir deux d'entre eux. Puis regardez la question et choisir l'une d'entre eux. Et il vous donne comme 15 minutes pour se préparer. Puis lancer votre idée sur ce sujet. Donc, moment d'interaction. Vous allez verser un monologue suivi, parce que c'est production orale, et puis il y aura interaction. C'est-à-dire, je vais me renseigner pour poser des questions, et puis vous allez comprendre. C'est-à-dire, il y a ici émetteur et puis récepteur. C'est ça?
Donc, vous allez faire quoi? Pour l'émetteur, oui, c'est ça. Vous allez parler de votre production orale. De la part de l'examinateur, par exemple, c'est tout d'abord réception. Et puis à la fin, change de rôle. Parce qu'il va faire le rôle de qui? L'émetteur. Et puis vous allez faire l'autre rôle. N'est-ce pas, monsieur? Je crois que les flèches ici ne montrent pas le message transmis. Elles doivent être, ils viennent de l'émetteur, et donc ils vont chez le récepteur. Les flèches doivent être échangées. Renversées. Oui. Ce n'est pas le récepteur qui envoie le message, c'est l'émetteur qui envoie le message. Oui. Et donc le récepteur, c'est lui qui reçoit ce message. Oui, parce que j'ai déjà compris autrement. C'est partiellement posé, c'est-à-dire déposage de quoi? Vous parlez de processus. Les deux flèches, messieurs, viennent de la part de récepteur. Oui. Je pense que l'une vient de l'émetteur et l'autre, peut-être, il y aura un échange. Oui, vous avez raison, mais c'est pas de vue de l'auteur, Dr Birhan. J'ai déjà compris comme toi, mais maintenant, j'ai autrement compris. Parce qu'il s'agit de réception de quoi? Et ici, d'âge de quoi? Mais vous avez bien exprimé votre intention en marchant avec le processus, c'est déjà comme ça, parce que vient de émetteur et va vers qui? Récepteur. Oui, vous avez raison. Oui. Il n'y a pas aussi, s'il n'y a pas de canal de message, il faut qu'il y ait ici un canal entre les deux. Il n'y a pas de canal, c'est formulé quoi? Aussi, il n'y a pas de il y a un message. Langage commun aussi. Oui. Il faut avoir un langage commun. Pour moi, je vais répondre à votre question sans avoir un code commun. Le canal entre les deux est absent ici. Et canal peut être téléphone. Oui. Et peut-être face à face. Il faut préciser le canal concours ici. entre les deux. Oui, merci. Donc, phonétique et phonologie. Quelle différence distinguez-vous entre les deux branches linguistiques? Vous allez visionner un extrait vidéo et puis vous allez prendre des notes pour mettre en exergue c'est quoi les différences entre les deux domaines tirés de la linguistique.